Bonjour à tous, c'est Simon et je suis ici pour vous présenter les news de ce début de semaine. On attaque tout de suite avec des nouvelles concernant l'adaptation en série par HBO du jeu vidéo bien célèbre de Last of Us. Rappelons que c'est pas nouveau, ça fait un moment, ça fait même des années que l'idée d'une adaptation, d'une transposition d'abord au cinéma a traîné comme un serpent de mer à Hollywood, mais ça a été particulièrement compliqué parce que Naughty Dog et notamment Neil Druckmann, qui est un des principaux artisans de cet univers, ont été, on va dire, particulièrement rigoureux, particulièrement exigeants sur comment faire pour réussir une adaptation de ce jeu qui a une dimension cinématographique et narrative très forte. Et puis c'est tout simplement ces derniers mois quand le deuxième épisode de Last of Us 2, oui c'est très compliqué à trouver comme titre, a eu un énorme succès, a passionné énormément de joueurs, mais pas seulement, énormément de commentateurs en général et de personnes s'intéressant à la pop culture, au cinéma de genre, et bien tout simplement ça a considérablement accéléré ces projets qui ont muté et qui sont désormais une série qui a donc été commandée officiellement par HBO. Alors on ne sait pas encore quand elle va débarquer, on sait même finalement très peu de choses, sinon qu'on est au courant qu'elle va reprendre au moins une partie de la trame des jeux. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est qu'il y a eu des petits changements en équipe interne. Jusqu'à présent, on savait que la série allait être dirigée, son showrunner, ça allait être Craig Mazin, qui s'était occupé tout récemment de rien moins que Tchernobyl. Alors lui, il est toujours en place, il va collaborer avec la personne dont je vous ai parlé un petit peu avant de Naughty Dog, Neil Druckmann, et ces deux gars-là devaient confier la mise en scène de la série à, tout simplement, quelqu'un aussi qui s'est fait remarquer ces derniers temps, vu que c'était le metteur en scène de Tchernobyl. Eh bien, ce dernier vient d'être débarqué pour une raison toute bête, pour une incompatibilité de calendrier, et c'est un tout nouveau metteur en scène qui vient de monter à bord du projet de série Last of Us, et c'est pas n'importe qui. Il s'agit de Cantemir Balagov. Alors, si vous ne connaissez pas son nom, sachez que c'est quelqu'un qui est en train de se tailler une réputation très solide dans le monde du cinéma, et pour cause, son dernier film, qui était son deuxième long métrage, Une grande fille, a été présenté à Cannes, lors du dernier festival qui a eu lieu, où il a fait très forte impression, et il a notamment été nommé aux Oscars du meilleur film étranger. Et pourquoi est-ce qu'il a été choisi? Eh bien, Une grande fille, déjà pour commencer, on vous le recommande, c'est un film brillant et assez passionnant, c'est un récit qui se déroule en 1945 à Leningrad, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que deux amis d'enfance se retrouvent et vont tenter tout simplement de survivre et de recréer un quotidien, recréer une vie dans les ruines de leur ville, et alors que le traumatisme de combats absolument terribles est encore très présent. Tout simplement, ce qu'on peut dire, c'est que ce bon vieux Balagov, il a une expérience assez forte en réalité de comment est-ce qu'on raconte la survie dans un univers post-apocalyptique, dans un monde où tout a été bouleversé, où tout a été détruit. Et encore une fois, je vous recommande très chaleureusement Une grande fille, parce que c'est une leçon absolue de mise en scène. C'est un film qui est dur, mais c'est un film qui est brillant, qui est virtuose, qui est d'une humanité assez sidérante. Plastiquement, c'est démentiel. Le travail sur les couleurs, le travail sur les textures et sur les mouvements est très impressionnant. Moi, j'ai notamment en souvenir une scène de danse, une scène d'essayage de robe qui se transforme en scène de danse et dans lequel des émotions extrêmement puissantes affleurent, qui est une leçon, mais une leçon absolue de découpage, de mise en scène, bref, de cinéma. Et si jamais vous vous dites « Ah ouais, c'est un film d'auteur qui va être un peu âpre là quand même, film d'auteur russe, je sais pas », dites-vous que si vous avez supporté un récit aussi dur, terrible, violent et glauque que The Last of Us et The Last of Us 2, vous êtes tout à fait prêt à découvrir, en plus ça vous prendra pas 40 heures, un long métrage comme Une grande fille qui vraiment est un très bel accomplissement, et puis ça vous permettra peut-être de vous faire une idée de quel genre de style et de quel genre d'atmosphère on peut attendre d'une adaptation de The Last of Us. Maintenant, on part dans un autre registre, même si là encore HBO et HBO Max sont connectés. Il s'agit du reboot de la nouvelle adaptation cinématographique de Mortal Kombat. Alors Mortal Kombat, c'est une saga, une licence de jeux vidéo légendaire qui est apparue sous une latitude en 1992, d'abord sur borne d'arcade et puis ensuite sur console de salon, et qui s'est taillé une solide réputation grâce à son ton qui tranchait pas mal des autres classiques, notamment de grands jeux comme Street Fighter, mais aussi notamment grâce à sa violence et à ses délires graphiques, notamment les fatalités, passablement gore et assez rare pour l'époque, il faut bien le dire. Alors, la saga Mortal Kombat, elle s'est développée, il y a eu plusieurs épisodes. En Europe, en France, elle est un petit peu tombée en désuétude au fil des années. Néanmoins, il faut bien voir que c'est resté une licence extrêmement forte aux États-Unis. Là-bas, c'est vraiment un jeu culte, et on va dire, la saga a quand même connu un succès très important outre-Atlantique. Et alors chez nous, les Mortal Kombat sont revenus, on va dire, à la mode, sont revenus en odeur de sainteté à partir, grosso modo, de 2011, quand il y a eu un reboot qui a eu pas mal de succès, qui a été assez acclamé par la critique et par les joueurs, et puis qui a connu des suites jusqu'à tout récemment, jusqu'en 2018-2019. Donc,
Voilà, Mortal Kombat, à l'origine, c'est ça en jeu vidéo. Et il faut également savoir que, pourquoi est-ce que chez nous, ça a une image peut-être un peu dégradée, c'est que chez nous, Mortal Kombat, c'est aussi 2 longs métrages, notamment un avec Christophe Lambert, qui est un Z absolu, un espèce de nanar puissance 3000, ce qui finalement était, on pourrait le dire, une adaptation fidèle, parce que l'ADN de Mortal Kombat, c'est quand même un univers complètement jeté sur les murs, qui est passablement claqué au sol, mais très fun, très rigolo, mais voilà, avec une mythologie complètement cramé, et où tout simplement ça s'adaptait assez bien à un gros film Z avec des combats en carton et avec le fameux rire de Christophe Lambert qui est resté dans les mémoires de nombreux enfants dont le cristallin a été rayé par ce long métrage. Bref, ça fait donc logiquement des années qu'à Hollywood on se dit tiens, comment est-ce qu'on pourrait rebooter, relancer ça? C'est une licence qui a énormément de fans, encore une fois, beaucoup sur le territoire américain, comment est-ce qu'on peut bien y arriver? Eh bien la réponse nous parvient par le biais de Warner qui a donc décidé de produire un reboot qui arrivera le 16 avril 2021, c'est-à-dire dans quelques mois seulement, simultanément, comme tous les films Warner désormais, au cinéma aux États-Unis et sur HBO Max. Pour ce qui est de l'exploitation en France, on ne sait pas encore quels vont être les plans du studio. Néanmoins, voilà, son arrivée officielle sur le territoire américain, 16 avril 2021. Et nous avons de nouvelles infos. Il y a quelques jours sont tombées des photos, des images, dont je laisserai à chacun juger combien elles sont ou non fidèles aux jeux vidéo, mais aussi un synopsis. Nous savons enfin, officiellement, de quoi va parler Mortal Kombat, le nouveau film. Et vous allez voir, le synopsis s'annonce d'une belle fidélité à l'œuvre originale, puisque nous allons y suivre les aventures du combattant de MMA, Cole Young, qui a l'habitude de recevoir des coups pour gagner sa vie. Mais il ignore que son héritage est la raison pour laquelle l'empereur de l'Outre-Monde, Shang Tsung, a envoyé son meilleur combattant, Sub-Zero, un nécromancien d'un autre univers, pour le traquer. Mais ça n'est pas fini. Craignant pour sa famille, Cole Young part à la recherche de Sonya Blade, un major des forces spéciales qui porte la même marque de naissance en forme de dragon que lui. Sacrée affaire. Il va donc se retrouver avant longtemps au temple de Lord Raiden, un ancien dieu protecteur du royaume de la Terre et qui donne protection aux porteurs de cette même marque. Cole s'y entraîne avec Liu Kang et Kung Lao, des combattants expérimentés pour se préparer à s'allier avec les plus grands champions terriens contre leurs ennemis venus d'ailleurs, l'Outre-Monde, alors que se joue la bataille pour l'univers. Mais Cole parviendra-t-il à débloquer son arcana, l'immense pouvoir qui réside dans son âme, à temps pour sauver sa famille et notre univers? C'est toute la question. Pourra-t-il mettre en échec les forces de l'Outworld une bonne fois pour toutes? Vous l'avez vu, effectivement, il sera donc question de grands affrontements, et James Wan, producteur donc de ce reboot, a bien précisé dans les colonnes de Entertainment Weekly qu'on allait se retrouver avec évidemment un grand tournoi final. Alors, il y a des raisons de s'inquiéter parce que effectivement, je le disais, l'héritage de Mortal Kombat c'est quand même très Z, mais il y a aussi peut-être des raisons de se réjouir un petit peu. Déjà, James Wan est quand même non seulement un réalisateur accompli, même si là il n'est pas à la mise en scène, c'est aussi un producteur très compétent qui a le nez creux et qui en général sait assez bien monter des projets. Il suffit de voir ce qu'il a réussi à faire du Conjuringverse pour Warner, qu'il a initié comme réalisateur avant vraiment de déployer toute une galaxie et toute une écurie de réalisateurs et voilà, toute une équipe technique qui fait qu'aujourd'hui c'est quand même une des licences les plus fortes chez Warner. Donc voilà, c'est un très bon point pour Mortal Kombat d'avoir James Wan qui est prêt à intervenir. Et puis même si souvent au cinéma on va dire les films tirés de jeux de combat, paix à ton âme, Street Fighter, ont rarement été de grande réussite. Je dirais même la formule du film de tournoi est très compliquée à mener parce que tout simplement, alors je sais qu'il y en a qui vont me dire mais non Rocky, mais non Warrior, et vous aurez raison, ce sont d'excellents films. Warrior est à jamais dans mon cœur. Néanmoins, la particularité de ces films, c'est qu'ils se focalisent sur un, voire deux personnages, pas sur une galerie, une palette de combattants, comme on en a dans les jeux de combat, ce qui rend beaucoup plus difficile à appréhender la progression et la dramaturgie. Alors, bon, on peut quand même se rassurer en se disant que c'est Warner, que derrière il y a HBO Max aussi, et que, voilà, on va dire la capacité industrielle et la volonté de produire quelque chose de solide est peut-être bien réelle. Sans compter que, il y a eu ces dernières années, mine de rien, du côté de HBO, du côté de Cinemax, de vraies réussites dans, on va dire, comment repenser un peu la baston grand public. Moi, je pense notamment à Banshee, je pense à Warrior, là, pas le film, la série, qui est excellente, dont la deuxième saison a été diffusée il y a pas très longtemps. Bref, la grosse baston, elle est en train de revenir un petit peu, et ça c'est l'influence des films The Raid et The Raid 2,
ou The Red 2, qui ont vraiment voilà, donné un petit coup de fouet, un petit coup de sang à ce type de production. Donc on peut espérer que le film saura s'en inspirer. Et enfin, le réalisateur donc, du film, qui est un type qui est encore très peu connu, qui a plutôt bossé en dehors du cinéma pour l'instant, qui s'appelle Simon McCoy, a fait une déclaration toujours à Entertainment Weekly qui devrait rassurer les gros fans du jeu. Il a promis que le film contiendrait du sang, du gore, des fatalités bien tarées. Donc voilà, on peut au moins espérer que ce sera fidèle et qu'il y aura de la viande sur les murs, c'est tout le mal que je nous souhaite, que je vous souhaite. Ensuite, eh bien, on va parler d'une nouvelle un peu moins plaisante, c'est le décès survenu il y a quelques heures du comédien Jean-Pierre Bacry. Alors bien sûr, vous le connaissez et on le connaît tous pour ses rôles de grand râleur, de grand bougon. Mais Jean-Pierre Bacry, ça n'était pas que ça. Et plutôt que de vous égrener tous les rôles dans lesquels on l'a vu râler, se plaindre, etc., moi j'aimerais aussi dire qu'il n'a pas toujours, il s'est pas toujours cantonné à ce registre-là, il a aussi pu être extrêmement drôle. Moi je me souviens gamin avoir découvert Didier et avoir pleuré toutes les larmes de mon corps de rire. Mais il y a aussi d'autres films qu'on a parfois un peu oubliés aujourd'hui, comme Mes meilleurs copains, où il arbore une perruque assez exceptionnelle. Et puis, n'oublions pas non plus que Jean-Pierre Bacry, c'était aussi un immense scénariste. Son travail de ce côté-là, dans le cinéma français, a été, aux côtés d'Agnès Jaoui, qui a été sa collaboratrice et sa compagne pendant de longues années, a été vraiment un travail essentiel, très beau, sensible et d'une précision démentielle, aux influences multiples. Et moi, je voudrais vous citer quelques films qu'il a écrit ou contribué à écrire et qui, ouais, moi, m'ont beaucoup marqué, que ce soit Cuisine et dépendance, Smoking, No Smoking, Un air de famille, mais aussi On connaît la chanson. Mine de rien, avoir contribué à écrire un des plus grands films d'Alain Resnais, c'est quand même pas tout à fait anodin. Regardez, On connaît la chanson, c'est une immense comédie musicale et c'est le genre de film qui nous rappelle qu'il faut arrêter avec La La Land. Non, plus sérieusement, c'est une œuvre d'une poésie, d'une intelligence et d'une sensibilité assez démentielle. Et enfin, moi je voudrais vous rappeler un film dans lequel, qu'il a coécrit avec Agnès Jaoui, qu'elle-même a réalisé, dans lequel il joue, et qui s'appelle Le goût des autres. Et on va en regarder un petit extrait de quelques secondes. Dans ce film, on a absolument toute la palette des rôles que jouait Jean-Pierre Bacry. Des rôles drôles, des rôles énervés, des rôles colériques, des rôles pathétiques. Et ça, c'est une des dimensions les plus intéressantes de son travail. C'est effectivement d'amener des personnages qui sont sur une espèce de corde sensible, qui les amène à ruer dans les brancards, qui les amène à un peu tout casser autour d'eux, parce que leur propre petitesse finit par les dégoûter, ou l'étroitesse d'esprit de ceux qui les entourent, et qui espèrent faire mieux, espèrent devenir mieux. C'est le cas dans Le goût des autres, qui est vraiment un très très grand film qui doit dater de 2000, si ma mémoire est bonne, et où on suit une galerie de personnages à Rouen, en France, et notamment qui gravitent autour du protagoniste qui est Jean-Pierre Bacry, qui est donc un chef d'entreprise qui prend des cours d'anglais avec une comédienne qui, elle, galère pour bosser, qui va tomber fou amoureux d'elle, qui ne l'intéresse pas beaucoup, et c'est un de ses plus beaux personnages. Ouais, c'est tout simplement très beau. Donc voilà, si vous aimez Jean-Pierre Bacry, mais que vous êtes convaincu que c'est un bon acteur de comédie qui gueule un peu, eh ben, allez donc jeter un coup d'œil au film qu'on vient de citer. C'est un de leurs principaux artisans, et le cinéma français lui doit beaucoup, et on espère tous qu'on va se souvenir de son œuvre et qu'elle va perdurer encore longtemps. Voilà, c'était pour les news de ces derniers jours, à peu près tout ce qu'on avait à vous dire. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous dire ce que vous en avez pensé, à taper sur la cloche, à laisser des commentaires. Et puis, écoutez, si vous n'êtes pas content, insultez nos mamans. Nous, on s'occupe des vôtres. À très bientôt, gros bisous.